Aujourd'hui, un politique éco rocambolesque dédié à l'histoire d'un professeur d'université interné de force en hôpital psychiatrique à cause de son honnêteté. Mon invité aujourd'hui, c'est Jean-Louis Cacomo. Bonjour monsieur. Bonjour. Jean-Louis Cacomo, vous êtes docteur en sciences économiques, maître de conférences à l'université de Perpignan. Votre histoire, elle commence, en fait, cette sordide histoire commence en 2009 quand vous dénoncez dans les colonnes du journal Le Parisien un trafic de diplômes au sein de l'université de Toulon. Là-dessus, votre président d'université, monsieur Ben Khelil, le président donc de votre université, je l'ai dit, de Perpignan, vous convoque dans son bureau. Que va-t-il vous dire ? Bien voilà, donc j'étais encore à Aix-Marseille puisque je faisais des conférences à Aix-Marseille quand la presse, Le Parisien, mais aussi BFM TV, Jean-Jacques Gourdin me demande de me prononcer sur les trafics de Toulon. Et puis j'évoque le fait que ça ne m'étonne pas, puisque j'avais aussi observé certains phénomènes un peu étranges à Perpignan. Et le lendemain, en effet, la une du Parisien, donc mon téléphone sonne et le président me demande de me présenter tout de suite. Donc je lui explique, pour l'instant je suis à Aix-Marseille, mais on ne me convoque pas, mais j'avais l'intention de venir vous voir. Parce que moi, j'ai rien dit de répréhensible et je m'attendais même au contraire à être remercié du service que je rendais, parce que pour éviter que le scandale qui a éclaté à Toulon se reproduise à Perpignan, autant faire le ménage le plus tôt possible, autant que le président me soutienne. Non, il me demande de ne plus m'exprimer en public à la presse et à partir de là, il me ferme toute possibilité de communication, donc je ne pouvais plus répondre aux journalistes. Donc là, il vous interdit de communiquer avec les journalistes. Voilà. Voilà. Et entre-temps, donc, je suis approché de manière, on va dire, on me fait des propositions financières, enfin, on essaie de m'acheter, de me faire miroiter des séjours dans des contrées exotiques. L'université, des étudiants aussi. Pour vous éloigner. Qui me donnent des sous et qui sont étonnés que je refuse. Donc ça me laisse penser que ils me disent pourquoi vous refusez, vos collègues ils les acceptent. Donc ce précisément pourquoi il y avait une condamnation à Toulon. Donc en effet ça se fait aussi dans mon université. Et là, ils emploient la méthode plus violente. Alors justement, peu de temps donc, après cette convocation dans le bureau de votre président, vous êtes enlevé au réveil à votre domicile par des pompiers pour être interné de force dans un hôpital psychiatrique. Alors en général, effectivement, les pompiers vous amènent ce qu'ils appellent les urgences psychiatriques. Le CAC, je ne sais pas quoi, ça s'appelle à Perpignan, mais ce sont les urgences psychiatriques, c'est une sorte de sas où vous restez 2-3 jours en attendant qu'une chambre se libère dans un hôpital. Ce qui s'est passé pour moi. Mais voilà, ils m'ont piqué, donc j'étais dans un état comateux. J'ai été transféré aux urgences psychiatriques, mais moi, quand je me réveille, je suis dans une chambre, et au bout d'une semaine, on me dit, vous pouvez aller manger avec les autres réfectoires. Mais je dis, mais les autres où? Je suis où? Et là, on m'explique que j'ai fait l'objet d'une procédure d'internement. Qui venait de qui? L'université. Alors, vous me dites... En 2009, mais à l'époque, je ne le sais pas, mais ce qui s'avérera être mon premier internement, ce sont deux collègues. Deux autres maîtres de conférence. Voilà, derrière lesquels le président s'est abrité. Qui ont signé le document d'internement. Voilà, qui en échange ont eu des promotions de carrière assez fulgurantes. Parce qu'ils étaient beaucoup plus jeunes que moi. Document émis à la base par un médecin psychiatre. Le médecin psychiatre, ensuite, obéit aux donneurs d'ordre. Il faut d'abord saigner. Voilà, ils ne peuvent pas, là, pour le coup, les hôpitaux, les psychiatres ne peuvent pas prendre l'initiative d'internement. Donc, en effet, après, juridiquement, je me suis beaucoup documenté. Il n'y a que deux possibilités. L'HDT, en l'occurrence, c'est ce qu'ils ont fait, mais c'est pour ça que c'est illégal, parce qu'un patron ne peut pas se débarrasser d'un salarié. Ou une HO, une hospitalisation d'office. Là, ça vient du préfet. Là, effectivement, il a main libre. Il peut interner n'importe qui. Mais oui, il y a eu des débats à propos des fichiers S, parce que moi, en plus, ils mettent principe de précaution. Donc ça, c'est anticonstitutionnel, c'est encore plus qu'illégal. Et c'est passé comme une lettre à la poste. Racontez-nous votre internement, on vous administre des drogues. Ah oui, complètement, 5 fois par jour. 7h du matin, 10h, midi, 14h, le goûter, 19h et 21h. C'est quoi la substance? Moi, c'était du Xeroquel, du Xanax, du Valium, de l'Abilify. Donc c'est pour vous casser, quoi? Complètement. Vous perdez toutes vos fonctions... Vous perdez l'appétit, vous avez les effets secondaires au niveau de la libido, ce qu'on appelle une castration chimique, vous êtes incontinent, donc vous faites, passez-moi l'expression, vous chiez dessus, donc on vous fait votre toilette intime, c'est l'humiliation, et vous êtes conscient de tout ça. J'ai perdu l'usage de la parole, je pesais 120 kilos,
une surcharge pondérale à l'ingestion des médicaments. Et en fait, vous passez votre journée couché au lit. Je me suis mis à fumer parce qu'avec ça à faire, ça me permettait de pouvoir aller dehors et d'être un peu socialisé, de voir d'autres personnes. Et ça me donnait un défi intellectuel, puisqu'on ne m'apportait rien de l'extérieur. Je devais trouver des cigarettes. Voilà, ça a occupé mon cerveau. Ce qui est dingue, c'est que vous êtes interné, donc cet internement forcément a un coût. Oui. Et vous êtes interné grâce à votre bonne mutuelle. C'est couvert par la mutuelle. Alors, la MGEN, pour ne pas la citer, parce que depuis, elle ne me couvre plus. Vous voyez, elle se prétend ne pas penser au profit et être une mutuelle. Mais là, je suis devenu trop cher, donc j'ai plus de mutuelle à l'heure d'aujourd'hui. Mais il se trouve que là, pour le coup, de bonne foi, j'avais d'excellents rapports avec la mutuelle. Pour cause, je suis jamais malade, je faisais pas de grève, j'ai jamais eu d'accident de voiture, et je paye mon assurance. Donc avec moi, mais là, c'est pas contre mon gré, je suis interné. Mais effectivement, la MGEN elle est chère, mais du coup elle est généreuse. Il faut savoir qu'un séjour en hôpital public, si je peux parler ainsi, le séjour sec, la chambre, c'est 500 € par jour. Oui. Voilà. Les boîtes de médicaments dont je vous parle, elles durent une semaine et c'est 400 € la boîte. Et moi, c'est 5 cachets différents. Il y en a pour 2000 € par semaine. Et quand vous refusez de prendre un médicament, ils vous font une injection. C'est 800 € l'injection. Donc vous voyez, et c'est là, c'est comme il dirait l'autre, c'est gratuit, c'est la mutuelle et la Sécu qui paye. Donc effectivement, moi, pour mon malheur, la MGEN, elle payait. Donc le séjour s'allongeait. Vous êtes libéré après 18 mois. En fait, qu'est-ce qui va amener le psychiatre en charge de votre dossier à dire « vous pouvez sortir » ? Là, ce psychiatre-là, je pense qu'il était plutôt embarrassé de me... Je pense qu'on peut citer son nom. Je ne me rappelle plus de celui-là. Non, là, je ne me rappelle plus. Mais voilà, je pense qu'il était plutôt... Il voyait bien que j'avais rien à faire là, mais que mon état se détériorait, qu'il valait mieux qu'il le raccourcisse. Enfin, donc là, vous êtes dans un établissement à la périphérie de Perpignan. Voilà, qui s'appelle l'hôpital de Tuire. Voilà. Tuire. En général, les hôpitaux psychiatriques, Tuire, pour vous situer un peu, c'est une commune... Non, voilà, c'est à 15 ou 20 km de Perpignan, dans la montagne. Vous avez l'impression d'aller dans un baraquement militaire. Vous prenez un chemin de terre, il y a des barbelés, des miradors, et là, personne n'y va. Si vous allez là, c'est parce qu'on va dans un hôpital psychiatrique. Mais c'est caché dans la montagne. J'ai assisté d'ailleurs à des tentatives d'évasion, c'est assez spectaculaire et effrayant parce que il faut passer des barbelés, des différentes rangées de... Voilà. Donc, j'ai l'impression qu'il disait, ça s'aggrave, il vaut mieux me sortir et qu'il reprenne son travail. Alors, je pense qu'il était plutôt honnête celui-là et c'est ce que j'ai fait. Puis en effet, pour moi, c'était fini. Vous reprenez vos cours, vous êtes réintégré en septembre, mais 18 mois plus tard. Et je fais un semestre. Ouais. Donc en janvier, vous êtes de nouveau emprisonné de 18 mois, cette fois-ci, non plus à l'initiative de de vos deux collègues maîtres de conférence, mais cette fois-ci à l'initiative du nouveau président de l'université. Que je n'avais jamais vu. Donc non plus M. Benrelil, mais Fabrice Lorente, donc c'est lui qui a signé le document d'internement cette fois-ci, et donc pour 18 mois de nouveau. Et là, c'est pour une durée indéterminée. Donc je ne sais pas combien de temps ça va durer. Le fait est, c'est que moi, même si la MGEN finance, moi, en tant que fonctionnaire, mon droit à congé maladie longue durée, il est limité dans le temps. En l'occurrence, on a droit à 3 ans. Au bout de 3 ans, je perds mon poste et je suis handicapé à vie, c'est-à-dire j'y passe ma vie. Et je suis resté 3 ans, finalement. Donc ça s'est joué quelques jours. Donc il fallait que j'en sorte. Mais là... vous voyez, c'est comme quand on vous met la tête dans l'eau pour vous noyer, au dernier moment, on vous l'enlève, ouf, et on vous l'en remet. Là, la deuxième fois, je savais ce qui m'attendait. La première fois, on découvre tout. On espère en sortir et jamais y retourner. Et là, c'est les mêmes conditions d'enfermement là, de cette deuxième fois. Et là, c'était un autre psy. Celui-là, je ne l'avais jamais vu. Et celui-là, il était clairement... Tout est illégal depuis le début. Celui-là, il était clairement... Et après, j'ai fait mon enquête, j'ai des photos, je les ai publiées. Il était clairement quoi ? Il est un ami personnel du président de l'université. Monsieur Lorente. Voilà, ils sont dans la même loge franc-maçonnique. Il est un ami, donc il a obéi à un ordre du président de l'université. Donc c'est pour ça que j'ai saisi l'ordre des médecins. Il a largement outrepassé ses fonctions, puisqu'un internement est normalement légal. Il faut 2 psychiatres indépendants, en libéral. Expertise et contre-expertise. Qui connaissent le patient. Moi, je ne l'avais jamais vu. Il n'est pas en libéral, il est rattaché à l'établissement dans lequel il m'interne. Et il ne m'a jamais vu, il fait un diagnostic. Il pose un diagnostic qui est complètement bidon et que j'ai pu faire condamner.
Et là, ce psychiatre, c'est qui exactement? Lui, alors, lui s'appelle Boxus, le docteur Boxus. Lui, je m'en souviens bien parce que c'est Mengele. Tous les matins, il venait avec ses petites pilules en me disant « Faites étroit sur votre carrière, personne ne viendra vous chercher ». C'était du sadisme à l'état pur. Ah oui, c'était horrible. Parce qu'après, j'ai pu comparer avec le psychiatre qui m'a sauvé la vie, qui est alors pour le coup la contrepartie de Mengele, injuste, la liste de Schindler, quelqu'un qui va choisir... Et il m'a fait ça, il m'a fait éviter la mort, le psychiatre qui m'a tiré de là. Parce que lui, il avait l'intention de chimiquement m'achever. Et j'ai failli passer à l'acte, c'est-à-dire il me programmait pour me suicider mentalement. Chaque matin, il me faisait comprendre que je serais là à vie. Donc il m'incitait à prendre une décision. Ce médecin, au bout de à peu près 18 mois, va décider de vous administrer un traitement à base d'électrochoc. Ouais. Vous êtes donc emmené de force, attaché en ambulance jusqu'à Montpellier. Mais vous allez échapper à ce traitement d'électrochoc grâce à l'intervention d'un autre psychiatre, donc le psychiatre en charge de l'hôpital de Montpellier. C'est le docteur Billet qui va casser l'internement et qui va vous permettre de ressortir. Qui m'a sauvé la vie, tout à fait. Alors effectivement, faut dire que le docteur Boxus, il m'administrait 5 poignées par jour, pendant le deuxième séjour de 18 mois, et ils ont dû trouver que, mince, je résiste à ce traitement chimique. Je suis encore là, quoi. Je ne me suis pas suicidé, je tiens encore des propos, enfin, voilà. Vous êtes trop lucide pour... De leur propre avis, je ne suis toujours pas guéri. Voilà. Donc, il me convoque dans son bureau un matin en disant... Bon, vous n'êtes pas, je ne sais plus quel est le terme scientifique, mais a priori, les médicaments sont sans effet sur vous, alors que je les ai eus, tous les effets, eux, ils appellent ça secondaire. Hein. Hélas, j'ai développé tous les symptômes de la schizophrénie. Ils ont créé la maladie que je n'avais pas, c'est-à-dire que j'avais des hallucinations auditives, visuelles, voilà, l'incontinence, ils donnent ça à des violeurs en série, donc j'étais castré chimiquement, voilà, enfin, vous êtes un sous-homme, vous êtes un déchet, ils ont fait ça de moi. J'avais perdu l'usage de la parole, je communiquais en écrivant sur des post-it avec une main qui tremblait. Donc effectivement, ma carrière, enfin, je me voyais pas faire des cours. Mais ils disent, bon, par contre, il existe des traitements qui, dans votre cas, peuvent être efficaces. C'est la sismothérapie, ECT, électrochoc. Voilà. J'entends le mot électrochoc, évidemment, je dis non. Mais ils rajoutent, mais on n'a pas les équipements ici, on vous transférera dans un établissement spécialisé à Montpellier. Et moi, j'entends le mot Montpellier. Je m'accroche à cet espoir. Je me dis, de toute façon, là, effectivement, personne n'est en train de venir me chercher à l'extérieur. Ça va s'éterniser. À un moment ou à un autre, je vais péter les plombs. Il y avait des psychopathes quand même dans ma chambre. À un moment, ça va mal finir. Il faut qu'il se passe quelque chose. Ça peut pas être pire de toute façon. Donc, oui, j'ai dit oui. Et en effet, heureusement. Parce que, on va faire une pause. Jean-Loup, quelques mots. Je vous propose de nous retrouver dans un instant. Toujours en compagnie du professeur Jean-Louis Cacomot. Monsieur, est-ce que vous pouvez revenir donc à la suite de votre deuxième internement, le psychiatre décide de vous envoyer vers Montpellier. Comment ça se passe, le transfert vers l'hôpital de Montpellier? Alors déjà, le transfert, c'est terrible parce que moi, j'ai fait des cours, évidemment, à Montpellier. C'est une ville où j'ai même été étudiant. Mais là, je suis attaché dans ils appellent ça un taxi-ambulance, donc je vois défiler la route par les hublots, et ce qui m'attend, pour moi, c'est la chaise électrique. Ils peuvent l'appeler sismothérapie comme ils veulent. J'ai compris que j'étais prédestiné à 14 séances d'électrochoc, c'est-à-dire on vous fait une anesthésie générale et il provoque artificiellement des crises d'épilepsie, quoi. Comment ça se passe concrètement? Concrètement, quand j'ai été accueilli, un traitement par électrochoc. Quand j'étais accueilli, je dois faire la cardiologie et ils vous disent pour voir si votre cœur va résister à l'anesthésie et aux séances d'électrochoc. Ben oui, ils vous mettent des électrodes. Voilà. Ils vous mettent une fourchette en bois que vous devez serrer dans les dents. Voilà, c'est vous dire la violence.
Voilà, et quand je racontais ça, les gens ils disent mais tu délires, ça ne se fait plus. Hein, voilà. J'ai même eu mon propre fils, avec qui je suis plus en contact, mais il avait eu un cours de philosophie, il parlait des traitements psychiatriques au 19e siècle, et ils évoquaient la barbarie des électrochocs. Et lui, il n'a même pas osé dire, son père, il allait les subir. Et jusqu'au dernier moment, on m'installe pour les subir. Donc psychologiquement, bon, dans ma tête, je vais mourir. Et le médecin, il arrive, arrêtez tout. Il ne veut pas prendre la responsabilité. Et c'est là où... C'est le docteur Billet. Le docteur Billet, voilà, oui, complètement, parce que je le connaissais pas du tout. Hein, et là, pour le coup, il sauve l'honneur de son métier. Parce Mais comment il comprend que vous êtes victime Ça, je me l'explique toujours pas. Ça fait partie des miracles, parce qu'on se connaît pas. Et pour moi, c'est pour ça que je dis c'est injuste, c'est un grand homme. Je lui dois tout. On se connaît pas, mais... Comment il prend conscience, en fait, de l'histoire? Bon, il avait dû voir mon CV, il avait dû voir qui j'étais quand même, et voilà, un grand monsieur, et lui-même il faisait des conférences aux États-Unis, c'est un grand spécialiste, il sait faire le tri entre un malade mental, un psychopathe, et puis quelqu'un qui était dans une situation différente. Malgré tout, quand lui il m'accueille, j'ai quand même été cachetonné 3 ans, je suis dans un état où moi-même j'y crois pas que je peux reprendre le travail. Et lui, il s'engage, il dit... et voyez, c'est comme ça que vous allez revivre, c'est en reprenant votre activité professionnelle. Et je suis dans une clinique privée. Là, c'est 1 000 € par jour le séjour. Et c'est le Club Med à côté de Tuire. Mais lui, il veut pas que mon séjour s'éternise. C'est lui qui me dit, tous mes patients, on n'a pas vocation à les garder. Au contraire, M. Kakoun, parce que moi, pendant 3 ans, on m'a dit, faites une croix sur votre travail. Vous n'avez pas été condamné, quoi. Et lui, il me dit, pourquoi vous dites ça? J'ai dit, vos collègues, ils m'ont dit ça à Perpignan pendant 3 ans, que ma carrière était morte. Et là, je lui écrivais sur post-it, comment voulez-vous que je refasse un cours à la rentrée? Et lui, il me dit, donc j'ai été transféré le 4 avril 2014. Il me dit, vous ferez la rentrée septembre 2014. Moi, je le regarde, je dis, mais il est fou. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc, il a le pouvoir. Je le voyais de semaine en semaine, comme mon état s'améliorait. Donc, quand on est bien traité, et on pourrait faire un parallèle avec la politique économique d'un pays, quand on est bien traité, on voit les résultats. Donc, moi, à Perpignan, leur objectif, c'était de me détruire. Donc, les résultats étaient là. J'étais en train d'être détruit. Mais lui, en quelques semaines, il réalise un miracle. La parole revient, je perds 50 kilos et j'ai fait ma rentrée sous les ovations d'un amphi. Le 5 septembre 2014. Voilà, parce que tout le monde attendait un peu la bête curieuse. Évidemment, ça se savait à Perpignan que j'étais en psychiatrie. Donc tout le monde voulait voir un peu comment j'allais me tirer de là. Et le cours, ça a été un de mes plus... Pour moi, c'était un cours pas comme les autres. Je revenais dans l'amphi, quoi. Et j'ai eu une ovation d'1 heure d'applaudissements. Comment s'est passé... votre première entrevue avec donc celui qui vous avait fait interner pour la deuxième fois? Il n'a jamais voulu me recevoir. Il a jamais... c'est un petit campus, Perpignan. Ses prédécesseurs, j'allais boire le café. J'ai même fait des missions en Thaïlande, au Maroc, dans une vingtaine de pays. J'emmenais les présidents avec moi, ils me prêtaient leur voiture de fonction. C'est un petit campus, c'est pour ça qu'on pouvait... J'aimais bien, moi j'appelais ça des start-up universitaires. Essayer de rencontrer le président de la Sorbonne ou d'Aix-Marseille 2, c'est plus difficile qu'un ministre. Là, c'est... Mais lui, il n'a jamais voulu me recevoir. Il a détruit ma vie en signant un papier. Mais moi, j'ai dit, on peut s'expliquer qu'est-ce que je vous ai fait de mal, et je m'excuserai si j'ai fait un truc qui ne va pas. Mais des fois, il me voyait sur le campus, il était dehors, il fumait ses cigarettes, et hop, il montait dans son bureau, il appelait les services de sécurité. Et là, donc, du coup, vous allez décider de porter plainte. C'est le 14 septembre, vous vous rendez dans un commissariat de police pour porter plainte. Qu'est-ce qui va se passer à partir de ce moment-là, quand tout le monde est au courant que vous avez porté plainte? Déjà, comme je vous disais, quand ce docteur Billet, ce juste là, quand je vois que voilà quelqu'un, des psychiatres, bien, je suis du coup convaincu que les psychiatres de Perpignan, il y a un truc qui va pas, quoi. Et c'était autre chose. Donc, je saisis la justice pour qu'il y ait au moins enquête. Et là, effectivement, je suis convoqué 4 fois à la médecine du travail, alors que c'est 1 fois par an, la loi. Donc là, c'est quasiment tous les mois, chaque mois. Ils veulent me mettre en arrêt forcé. Donc je prends les devants. J'ai vu mon médecin de famille, qui me suit depuis 20 ans. Tu as une santé mentale, après ce que tu as vécu, et physique, qui est hors du commun. Tu prends ce certificat. Donc le médecin du travail, je le laisse faire son boulot, mais je dis, s'il me trouve un souci, je lui sors ça. Bon, il est obligé d'admettre que j'étais apte au travail. Et là, il me glisse, mais on vous conseille de ne pas faire de vagues. D'accord. C'est un avis médical, ça. Et ensuite, j'ai 2 mises en examen. Je suis mis en examen par la présidence de l'université et par la direction de l'IAE, la composante où je suis en poste, pour diffamation. Donc 2 ans d'instruction.
2 ans de mise en examen. Et je risque la prison. Entre-temps, le préfet, qui est un ami personnel du président de l'université, il s'y met. Il me fait expulser une de mes doctorantes en Russie, une Russe que j'ai recrutée dans le cadre d'un programme international. Donc il y a même un incident diplomatique, parce qu'elle aurait pu faire sa thèse à Harvard, cette fille. Elle veut que je sois son directeur de thèse. Elle se retrouve en centre de rétention, expulsée du territoire, à la demande du préfet. Et moi, je me retrouve en garde à vue, 5 heures de cellule, obligation de passer devant un psychiatre. Et enfin expulsé de mon appartement. Donc à ce jour, je suis SDF. Enfin, je n'ai plus d'appartement, de domicile depuis 2 ans et demi. Et à cette époque-là, vous m'en parliez avant notre entretien, on vous propose de faire l'université, vous propose de partir à l'étranger, faire des voyages. Il y a des élèves qui vous proposent de l'argent. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Mais c'est ça le trafic, en fait. Mais à ce moment-là, quoi. Après que vous ayez porté plainte. Ah non, c'est avant, c'est ça. Enfin, après, je pense que ça continue. D'accord, ouais. Enfin, ils pensaient m'avoir éliminé définitivement. Bon, maintenant, ils font gaffe, si je puis dire. Mais, comment dire, vous voyez, moi j'ai créé 3 masters, dont un à Perpignan qu'on m'a retiré, du coup, en finance. C'est ma spécialité. Je suis docteur en finance internationale et en mathématiques. Donc, j'ai formé des gens maintenant qui sont dans la banque, j'ai un ici qui est à Paris, qui est au CAC, j'en ai qui sont à Wall Street. J'ai formé des traders, des gestionnaires patrimoine. Et du coup, ça marchait bien parce que à Perpignan, il y a le côté catalan, la finance catalane. Et je travaillais avec Barcelone et tout ça. Quand vous êtes dans les salons internationaux, quand vous allez à l'étranger, maintenant c'est l'exception culturelle, la France, on est les derniers à avoir un système public soviétique. Un master, l'université de Barcelone, elle est privée, elle est autonome totalement, elle est vraiment autonome. Et un master, c'est 5 000 $ minimum, enfin le frais d'inscription. Hein. Et oui, encore, on avait parlé il y a quelques années, sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, de la réforme des universités. Oui, voilà, avec Pécresse, mais voilà, mais à la française, il n'y a rien qui est autonome. Moi j'ai créé un master, il fallait que je demande à chaque fois l'autorisation à Paris pour mettre tel cours, tel prof, mais les frais d'inscription, c'est Paris qui les décide. Donc, on a mis le mot autonomie. Toujours comme en France, mais il n'y a rien qui est autonome. Enfin, les universités continuent à vivre des subsides de l'État. Oui, voilà. Moi, j'ai été médaillé à Cambridge. Là-bas, on me donne 1 000 $ l'heure de cours, mais je monte, j'ai pas besoin de l'autorité. D'ailleurs, il n'y en a pas. Il n'y a pas de ministre de l'enseignement supérieur. Je vois le directeur de l'université, enfin le président, et si on remplit, si il y a des inscriptions, c'est-à-dire si ça se rentabilise, on ouvre le diplôme. S'il n'y a pas d'inscription, on ferme le diplôme. C'est aussi simple que ça. Donc j'ai créé une vingtaine de masters à l'étranger. En France, il faut l'autorisation, l'habilitation pour être diplôme d'État. Mais c'est un pacte avec le diable. En échange, l'État contrôle vos frais d'inscription et il a un regard sur les programmes. Et ça, je ne veux pas non plus. Alors, par l'IAE, c'est vrai qu'on a une relative autonomie malgré tout, mais pas au niveau des frais d'inscription. Donc, qu'on soit en économie, en français, en maths, en arts plastiques, le master ou la licence, c'est 400 € avec l'assurance. Mais voilà, qu'est-ce que j'ai constaté en allant à l'étranger? Certains collègues indélicats, et à Toulon, c'était carrément une filière organisée par le directeur de lui-même. Vous allez dans les salons, à côté la fac de Barcelone, de Cambridge, de Genève, elle propose ses masters à 5 000 $. Et bien vous mettez les vôtres à 5 000 $. L'étudiant étranger, ça ne va pas le choquer. Il trouve même que c'est pas cher. Parce qu'à Harvard, c'est 9 000 ou 10 000. Ouais, donc 5 000 $, ça paraît le prix normal. Sauf que eux, ils disent pas c'est un diplôme public. Alors, plus c'est loin, l'étudiant chinois, il ne veut pas faire cette distinction. Là-bas, ils ont l'habitude de tout acheter, même leur bac. Donc, le prof, il encaisse les 5 000 $, et ensuite, il inscrit l'étudiant en France, 500 €. Et la différence, elle s'en va où? C'est ça que j'ai dénoncé. La différence, je l'ai dit, Monsieur Laurent, par exemple, j'ai commencé ma carrière, il avait 6 ans. Il était à l'école maternelle. J'ai écrit mon premier livre, en 89. Voilà. Eh bien, je suis maître de conf à 3 000 € brut. Il est à 8 000 €. Par exemple, voilà. Comment on peut expliquer la différence? Alors qu'il n'est pas docteur... Et en plus, il n'a aucun doctorat. Ouais. Mais il est président de l'université et il a un titre de maître de conf. Comment il a fait tout ça? C'est ça que je demande. C'est pas à moi d'enquêter. Moi, je suis chercheur en économie. Il a un réseau puissant, on va dire. Ah oui, ça sans doute. Oui, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Il n'a pas le QI. Il a un réseau, oui, entre autres celui-là, mais il doit y en avoir d'autres aussi. Donc, il m'a mis en diffamation, mais ça a quand même déclenché des enquêtes policières. Pas que contre moi. Parce que quand on vous met en diffamation, il y a aussi enquête sur celui qui porte plainte. Et la police, de ce côté-là, a fait un véritable travail qui m'a conforté dans ma position. C'est-à-dire, c'était quoi les conclusions?
Ben, la police a trouvé, effectivement, il y a eu enquête, brigade financière, ils ont été convoqués, il y a eu interrogatoire, et ils ont trouvé des malversations financières. Je mentais pas. C'est pour ça que j'ai été blanchi de mes diffamations. Et que j'ai été réintégré. Et qu'il n'est aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il n'est plus président. Il n'a pas terminé son mandat, il a été démissionné pour être disponible. On va l'évoquer dans une troisième partie. Je vous propose de faire une dernière pause. On se retrouve dans un instant. Dernière partie de ce Politique Éco consacré à l'histoire de ce professeur, mon invité Jean-Louis Cacomot. Vous portez plainte donc contre l'université en septembre 2014. 2 ans plus tard, en 2016, vous obtenez la condamnation de l'hôpital qui vous a fait interner de force. L'hôpital est condamné donc à vous verser 5 000 € de dommages et intérêts, plus 2 000 € au titre des frais de justice. La justice a même reconnu l'illégalité et l'inconstitutionnalité de votre internement par un tiers, mais voilà, une condamnation, mais assortie d'un montant ridicule eu égard au préjudice subi. Donc c'était 2 fois 18 mois d'internement forcé, d'administration de drogue tous les jours, soit 3 ans d'internement. Et donc, en échange de ça, on vous donne 5 000 €. Oui, c'est totalement... Alors, en même temps, oui, c'est un demi-teinte. Je ne sais pas trop quoi en penser, sauf que j'ai fait appel. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais voilà. S'ils avaient reconnu que l'internement était légal, là, oui, tout se serait arrêté. Je ne pouvais pas aller plus loin. Donc, c'est quand même ça d'acquis. Maintenant, effectivement, là, la stupeur, c'est qu'ils reconnaissent que l'internement est illégal. Et celui qui a signé ça, il est blanchi. Et Monsieur Lorente, voilà, il est blanchi. Dans la décision, il n'est pas responsable. Est blanchi. Alors là, c'est incompréhensible parce que pour le coup, le psychiatre et l'hôpital ne peuvent pas prendre l'initiative. Ils obéissent toujours. D'ailleurs, quand il y a eu la 3e tentative, ils me l'ont dit. Vous savez, nous on a obéi à un signalement sur le campus. Ils ne peuvent pas prendre l'initiative. Soit ça vient d'un préfet, soit ça vient d'un tiers. Donc là, il est blanchi. Donc voilà, ils ont fait une décision en demi-teinte, en fait, pour se débarrasser de la patate chaude et que ça soit jugé à Montpellier, loin des intrigues perpignanaises catalanes. Oui, donc lorsque vous avez porté plainte donc en septembre 2014, là ils ont réessayé de vous enfermer une 3e fois. D'accord. Oui. Comme ils ont perdu sur les mises en examen en diffamation, j'ai dû stopper, ça m'a pris 5 heures. Et là j'étais vraiment sous le choc, parce qu'à nouveau, au pied de chez moi, les ambulances, mais là je ne me suis pas laissé faire. Là, vous vous êtes bouclé chez vous? Ah non, je les ai poussés, j'ai vite couru sur le campus, j'ai appelé mon avocat, j'ai appelé mon attaché presse, je suis allé voir l'université et là je leur ai dit maintenant, là vous voulez ma peau, et ben, ça sera ou vous ou moi. Et a priori, vous auriez dû me tuer au premier internement, maintenant je serai dehors. À la suite de... Mais alors, voilà, tout pour vous dire, la Cour européenne que j'ai saisie, je suis allé à Strasbourg, quand vous êtes... Comme l'internement est reconnu illégal, une privation arbitraire de liberté, c'est 1 000 € par jour de dédommagement. Comme le certificat s'est avéré un faux, le fait de vous donner de force des médicaments, et même quand vous avez une maladie, vraiment, vous n'êtes pas obligé de prendre des médicaments. Après tout, si vous n'avez pas envie d'être soigné, c'est votre problème. On est quand même encore, j'espère, en pays libre. Mais là, pour le coup, je n'ai pas la maladie. Mais le fait de les prendre me crée une maladie. J'ai eu des séquelles. Donc, c'est acte de torture. Donc là, vous rajoutez 1 000 € par jour. 2 000 € par jour, combien il y a de jours en 3 ans? J'ai 1000 et quelques. Vous estimez à combien aujourd'hui? C'est estimé à 6 chiffres. D'accord. 600 à 700 000 € de réparation financière, sans compter, et je le compte, avant l'internement, j'étais aux Nations Unies, je lançais un livre, Le modèle français dans la pince, édité par Jean Robin, qui marchait très bien. Mon blog me rapportait 2 000 € par mois, c'était un complément de revenu honnête pour mes enfants, et là j'en viens pour les problèmes familiaux, je m'étais remarié, j'avais la garde alternée de mes 3 fils, 1 semaine sur 2. Depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus vu mes enfants. Pareil pour votre femme. Faites ça une maman. Vous étiez marié 4... On a été mariés 4 mois avec ma seconde femme. On ne savait pas qu'on allait être interné et je n'ai plus de nouvelles d'elle depuis. Mais moi, voilà, mon dernier fils, il avait 9 ans, c'est un bébé qui est né en l'an 2000. Et là, j'ai appris qu'il était en 2e année de maths sup à Montpellier, il a 19 ans.
On s'est croisé une fois, il m'a dit monsieur. Voilà. Je vis avec ça. Vos amis, vous avez... Le mal est fait parce que j'ai lopé leur adolescence, mais eux, par contre, ils ont lu dans la presse qu'ils avaient un père fou. J'ai un second fils qui a été psychiatrisé à cause de ça. Et eux, moi, j'ai pris la psychiatrie à 50 ans, mais j'ai les épaules, sinon je serais pas là. Eux, dans l'adolescence, ils apprennent que leur père, voilà, il est traité de fou parce que on me donnait pas le droit de réponse dans la presse. Et celui qui m'a interné, évidemment, on dit qu'il va être le futur maire de Perpignan. Monsieur Lorente. Monsieur Lorente, il a toutes les tribunes, FR3 le Roussillon, l'Indépendant. Alors que moi, avant tout ça, je faisais des chroniques économiques dans Le Monde, Le Figaro, Valeurs Actuelles. Donc la presse locale, elle me courtisait. Et j'ai dit, il n'y a pas de problème. Hein, moi, je suis pas... Il n'y a pas de petits journaux. Mais là, tout le monde me coupe la tribune. Mais lui, il l'avait à longueur de temps. Donc, il m'insultait en public. Mais moi, je peux encaisser. Mais j'ai des enfants. Et eux, ils n'allaient plus au lycée, ils se cachaient, ils avaient honte. Du coup, leur scolarité était foutue en l'air. Moi, j'essaie de les reconquérir, de leur faire comprendre. C'est pour ça que je fais un livre, voire un film. Votre père, il n'est pas fou. On en parle, voilà. On en parle dans un instant de cela, Jean-Louis Cacomot. On peut, je pense, parler de celui qui est l'un de vos bons amis, l'un des seuls à avoir gardé contact, en tout cas à avoir cru en vous au moment où vous étiez au fond du trou. C'est un ami de TV Liberté? Charles Gave. Charles Gave. Oui, c'est le seul d'ailleurs. C'est ça qui est terrifiant. Je ne veux pas dire qu'il y a un mal pour un bien, parce que je n'ai pas cherché à être interné, mais il faut toujours voir le côté positif des choses. J'ai voulu me suicider, il ne faut pas faire ça, il faut vivre. Mais je me suis aperçu, avant d'être interné, j'étais quand même maître de conférence, je gagnais bien ma vie, je vendais des livres, et je pensais avoir beaucoup d'amis. J'ai été conseiller d'Alain Madelin, j'ai travaillé pour Charles Millon, j'étais chroniqueur à Valeurs Actuelles, Le Figaro, donc ça vous donne beaucoup de relations. Et vous et moi, naïvement, je me dis, c'est des amis. Ouais. Donc le premier jour à l'hôpital, je fais le coq, on va venir me chercher, c'est une farce. Deuxième jour, troisième semaine, troisième mois, il n'y a plus d'amis, il n'y en a jamais eu. Et le pire, la mère de mes enfants, enfin vos proches. Alors après, je ne peux pas leur jeter la pierre parce qu'ils ont eu une version officielle, évidemment. Ma mère, mes fils, ils ont téléphoné à la direction de l'hôpital. Et le monsieur en blouse blanche, du haut de ses diplômes, il vous dit, vous inquiétez pas, il a eu une dépression, on s'en occupe, il va très bien, mais il ne peut pas vous parler. Et ils se suffisent de ça. Mais j'ai dit, comment vous avez pu avaliser ça? Il y a 15 mètres de conférence en économie à Perpignan. Sur les 15, il y en a 8, ils étaient mes étudiants. C'est moi, j'étais au CNU, et j'étais, à la commission de spécialistes. C'est parce que j'ai mis A qu'ils ont eu le poste de maître de conf. Ils n'ont pas bougé. Ils ont même récupéré mes cours et mes attributions. Aucun collègue. Et le jour de mon anniversaire, je reçois une carte postale, donc le docteur Mengele, le docteur Boxus, c'était ma maman, bon anniversaire. Et c'est comme ça que je comptais le temps qui passe. J'en ai reçu 3 cartes postales. 3 anniversaires. J'ai passé 3 ans. Et un jour, une carte, Charles Gave, l'Institut des Libertés. Tiens bon, Jean-Louis. Et là, ça m'a fait chaud au cœur. C'est pour ça que je rends toujours hommage à Charles Gave. C'est pas que des paroles, son combat pour la liberté. Parce que là, moi, pour le coup... bien sûr, mon blog s'appelle Chronique en liberté. Je suis économiste, je défends ça. Mais là, moi, je me défends depuis que je suis dehors pour rester dehors, en liberté, parce que j'ai connu la captivité. C'est plus de la philosophie de salon, quoi. On m'a mis en garde à vue. Moi, maintenant, j'étais traumatisé. Je voyais des sirènes de pompiers. Je regardais, je suis dans un restaurant, je peux sortir par derrière, je vois des gendarmes. Une fois, une anecdote, hein, j'avais ma voiture, je suis tombé en panne sèche. Et devant moi et derrière moi, deux voitures de pompiers qui encerclaient ma voiture. J'étais tétanisé. J'ai laissé la voiture et je me suis réfugié dans les quartiers. C'était les quartiers gitans de Perpignan qui m'ont aidé, ces gens-là, qui m'ont nourri, qui m'ont caché, alors que tous mes collègues maîtres de conf, costard cravate, ils ne voulaient pas porter ombrage à leur carrière, donc ils ne voulaient pas se montrer avec moi. Et en fait, c'était une personne âgée qui avait eu un malaise, qui était tombée sur le trottoir, quelqu'un a téléphoné, les pompiers se sont garés, mais ça s'est passé à côté de ma voiture. Mais comme on est venu me chercher comme ça, moi, dès que je voyais des gyrophares auprès de moi, j'avais peur. Donc ça vous traumatise quand même. Ce docteur Boxus a quand même été
mis à pied. Vous avez même porté plainte contre l'ordre des médecins. J'ai saisi l'ordre des médecins, voilà. Donc d'abord au niveau national à Paris, mais ensuite, voilà, ça marche comme ça. Après, ça redescend au niveau départemental, il y a une procédure en cours. Vous avez donc fait appel de cette décision de 2016 qui avait fait condamner donc l'établissement qui vous avait interné avec c'est seulement 5 000 €. Vous le disiez tout à l'heure, le président, l'actuel, alors l'ex, parce qu'il a été démissionné depuis. Monsieur Fabrice Lorente a été démissionné en mars dernier. Donc lui, il a été relaxé pour vous avoir fait interner de force. Donc voilà, Monsieur Lorente avait d'ailleurs avait reçu la médaille du mérite entre-temps quand vous étiez... François Hollande, à l'élite. Voilà, quand vous étiez à l'hôpital. Et moi, pendant que j'étais à l'hôpital, Cambridge me décernait une médaille pour l'ensemble de 30 ans de publications académiques internationales que je n'ai pas pu aller chercher puisque j'étais retenu en psychiatrie en France. Depuis, je me suis fait envoyer la médaille et le titre. Voilà l'ironie de l'histoire. L'audience de votre appel a été fixée au 22 juin 2020. Vous accusez donc M. Lorente d'actes de torture. Ah ben, il a signé. Ce sont des faits, là. On me dit, c'est mon interprétation. Là, ce sont des faits mathématiques. Il a signé une HDT. C'est interdit. Et il a mis le motif principe de précaution. Deuxième irrégularité, c'est interdit. Et enfin, il est passé par un psychiatre complice, donc pas de contre-expertise. Les 3 points qui sont censés protéger le citoyen d'un internement arbitraire, les 3 ont été court-circuités. Un, on peut dire il y a une erreur, il y a une maladresse. Les 3... Excusez-moi, mais au bout de 2, c'est complot. Là, il y en a 3. Et le juge, je ne sais pas si vous avez vu la récente affaire à Antibes, un fonctionnaire qui était un petit peu en bisbille avec sa hiérarchie a été interné. Au bout d'une semaine, ben voilà, il était aux urgences psychiatriques. Le juge des libertés, lui, pour le coup, a fait son travail en toute indépendance, l'a libéré, en disant, justement, un fonctionnaire ne peut pas être interné par sa hiérarchie. Mais moi, ça m'a d'autant plus fait mal parce qu'il a séjourné en urgence psychiatrique 3 jours et il a eu une page dans Le Point, dans Libération. Mais moi, c'est ce qui s'est passé. Et j'ai eu 3 ans parce que le juge des libertés était aussi dans la complicité. Normalement, en effet, le juge des libertés est là pour protéger le citoyen de ça. Parce que moi, j'ai découvert en milieu psychiatrique que je ne suis pas le seul dans ce cas. Par exemple, à un moment, j'allais chercher compagnie auprès d'un homme qui me rappelait mon père que j'ai perdu quand il avait 68 ans. Et voilà, là, il y avait un homme de 68 ans, c'était ses enfants, donc des gens de mon âge, des gens de 50 ans. Pour accélérer l'héritage, ils décrètent que papa, il a plus toute sa tête, il est en train de dilapider l'argent, c'est-à-dire leur succession. Et on s'en débarrasse comme ça. Ou des couples. Vous voyez, là, on a fait une classe action avec Valérie Dubois, qui est passée à faire 3. C'est son propre mari qui avait un ami psychiatre. Pour lui prendre les enfants, il l'a fait interner 1 mois. Alors, 1 mois, elle a réussi à s'en sortir, elle a porté plainte, elle a gagné, mais ça fait 2 ans qu'elle n'a toujours pas ses enfants. Le mal est fait quand même, parce que ça jette le doute. Alors, vous imaginez, moi, 3 ans en psychiatrie. Les gens, ils se disent, il n'y a pas de fumée sans feu. S'il est allé en psychiatrie, on ne peut pas quand même interner des gens comme ça. C'est qu'il a un souci. La preuve, ses proches, personne n'a bougé. Ouais, donc, vous dites, vous avez un cancer, on s'apitoie sur vous. Vous dites, vous êtes passé en psychiatrie, je ne suis plus invité chez personne. C'est le désert autour. Mais bon. En même temps, ça m'a fait le ménage. C'était des faux amis. C'était des gens qui ils étaient autour de moi tant que c'était intéressant. Je pouvais les nommer maîtres de conf. Je pouvais leur donner des postes à la fac, leur faire un papier dans le Figaro. Là, je ne peux plus rien leur proposer. Alors, le vent tourne quand même. Hein. Hélas, on voit, c'est la comédie humaine. Il y a des indices. J'avais dit que le président Lorente ne finirait pas son mandat. Ça a été le cas. Alors maintenant, on me fait plein de propositions à l'université, on vient me serrer des mains. Et avant, je passais, c'était la mère, c'était Moïse, et la mère, les gens s'écartaient. Là, Jean-Louis, on savait que tu allais y arriver. Tiens, on t'a acheté un ordinateur. Bon. Et vous êtes d'ailleurs ces jours-ci à Paris pour participer au tournage d'un film sur votre histoire. Alors en fait, d'abord le lancement du livre. Voilà, le livre, il va sortir ce mois-ci à la rentrée littéraire. Donc mon premier livre autobiographique, là, c'est pas un livre d'économie. La maison d'édition. Le Vague à l'âme. Alors la maison d'édition, c'est les libertés. Alors c'est au Canada, la maison d'édition, au Canada et aux États-Unis. Donc c'est sorti, ça vient en Europe ce mois-ci. J'ai déposé les synopsis à Los Angeles, à la WWA et à la Société des auteurs à Paris, puisque j'ai accroché un scénariste. Et donc, moi, maintenant, je veux toucher les gens par le grand écran. Donc, on commence les castings. Je suis associé comme consultant à l'écriture du scénario.
Mais voilà, le livre raconte. Alors, je l'ai adressé à mes enfants, c'est moyen de les toucher. La première page, je l'ai écrit quand j'étais transféré à Montpellier. Donc c'est vraiment, c'est pas marqué inspiré de faits vécus. Tout est fait vécu. Donc c'est que les gens le croiront pas. Donc j'ai donné des index avec les documents officiels qui attestent ce que je dis. Mais la première page, je dis, voilà, je vous écris de la clinique Reich de Montpellier où on m'a préparé à subir 14 séances d'électrochoc. Je m'appelle Jean-Louis Cacomo, je suis économiste, je pèse tant. Je vais vous expliquer, mes fils, pourquoi vous n'avez pas à avoir honte de votre nom. Et là, je raconte, voilà, je fais un flashback en arrière, en 2009. Et mentalement, j'avais tenu un carnet de bord de mon séjour à Tuire, parce que, vous voyez, là aussi, la loi prévoit des visites officielles pour voir si les patients sont bien traités. Mais j'en ai vu aucune en 3 ans de séjour. Et évidemment, les élus, les préfets, on leur fait visiter les meilleures conditions. Vous voyez, ah là, vous voyez, ils jouent au Scrabble, vous voyez, ils sont heureux, ils sont bien, ils chantent, ils sont bien traités. Mais moi, j'ai été dans ce que j'ai appelé le pavillon des cancéreux, en référence à Solzhenitsyn, mais c'était le pire des pavillons. D'ici le 22 juin 2020, Jean-Louis Cacomo, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Ce sera donc la date de l'audience de votre appel. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter d'ici là? Bah déjà, pour moi, j'avais pas de date jusque-là, donc c'est important, enfin, psychologiquement, parce que vous voyez, ça a commencé en 2009, on est en 2019, j'ai saisi la justice en 2014, c'est 10 ans de ma vie. Mais en 10 ans, on m'en a enlevé, on m'a tout enlevé, et moi-même, j'ai vieilli de 30 ans. Donc, je veux tourner la page aussi. Moi, je veux retrouver ma vocation d'économiste, ma crédibilité d'économiste, qui a été atteinte en France, mais pas ailleurs, mais c'était le seul objectif aussi. On n'est pas beaucoup, avec Charles Gove ou d'autres, à tenir un discours qui veut évidemment, il n'est pas à l'unisson du discours français. J'avais déjà subi à la Grecque, au moment de l'affaire du jury Salin, Éric Brunet là m'avait soutenu. On m'avait interdit de passer carrément le diplôme, le concours de la Grecque. Donc oui, moi je veux reprendre dans les meilleures conditions mes activités normales, revoir mes fils. Alors, pour l'instant, la presse fait un blocage, mais donc je passe par les réseaux. C'est leur génération, à eux, d'avoir des comptes Facebook, donc j'essaye de les accrocher comme ça. Alors maintenant, comme ils voient que j'ai quand même gagné toutes mes décisions de justice, et que moi, je leur ai apporté une éducation, mon père, je ne l'ai quasiment pas connu, j'ai découvert à sa mort son vrai métier, il était à DGSE, dans les services d'enseignement, donc ça, je ne peux pas le savoir. Donc j'ai souffert d'avoir l'absence du père. Et après, j'avais le côté militaire très autoritaire de mon père. Donc moi, jusqu'en 2009, j'ai quand même été très le papa full. Donc malgré tout, l'internement ne peut pas enlever ça. Au fond d'eux, ils savent qui je suis. Mais c'est tombé dans leur adolescence. Ils étaient perdus parce que ça jette aussi un doute sur leur propre mère. Pourquoi elle n'a pas bougé? Pourquoi elle ne m'a pas sorti de là? Donc ils étaient perdus des deux côtés, la référence à la mère et au père. Bon, maintenant ils sont majeurs, à eux de se faire leur idée. C'est pour ça que je fais ces émissions, ce film. Et moi, je souhaite retrouver une vie normale, évidemment. Un toit, quelque chose. Pour l'instant, bon, ça m'arrange de ne pas avoir de domicile. Je me sens plus en sécurité de ne pas avoir d'adresse fixe. Mais après, une vie normale, moi, je ne suis pas Jésus. Hein. Je veux pas. C'est ce qu'on vous souhaite, Jean-Louis Cacomo, retrouver une vie normale. Ouais. Merci d'être venu sur... pas dans la norme. Merci d'être venu sur le plateau. Merci de m'avoir de TV Liberté. Invité. Évidemment, le 22 juin 2020, on essaiera de vous rappeler pour savoir ce qui est arrivé lors de cette audience. Et en tout cas, merci d'être venu sur notre plateau. Merci encore pour me donner la parole. Merci. Merci.